Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question à la fois toute simple et absolument vertigineuse. D'où vient cette certitude qu'on a d'être un moi unifié, une personnalité cohérente? Qu'est-ce que c'est, au fond, cette chose qu'on appelle l'âme? Pour explorer ça, on a déniché une source assez incroyable, un cours de sociologie de 1912 par un certain J.M. Lahey. C'est un vrai voyage dans le temps, à une époque où la psycho et la socio commençaient à peine à démonter ces concepts. Notre mission, c'est de décortiquer comment cette notion d'âme, qui nous paraît si personnelle, est en réalité profondément façonnée par la société. Oui, et c'est un défi passionnant. Faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Étudier la personnalité, c'est essayer d'analyser un phénomène qui est purement subjectif, avec des outils qui, eux, se veulent objectifs. C'est presque impossible. Ce texte de 1912 est précieux parce qu'il nous met au cœur d'un champ de bataille intellectuel. D'un côté, on a des millénaires de pensées religieuses qui voient l'âme comme une entité divine, immatérielle. Et de l'autre, les sciences qui naissent à peine, la biologie, la socio, qui arrivent avec leur scalpel et qui disent « Ah, attendez, on va regarder ce qu'il y a vraiment sous le capot ». Alors commençons par là, justement, par cette conception religieuse traditionnelle. Le texte la résume de manière assez directe, surtout dans la vision chrétienne. L'homme y est présenté comme une dualité. Il y a le corps, qui est décrit comme périssable et vil, une sorte de prison de chair, quoi. C'est une vision assez brutale du corps quand on y pense. Oui, c'est presque un fardeau. Et en face de ce corps, il y a l'âme, qui est tout le contraire, une émanation de la divinité, pure, immortelle. Dans ce système, il n'y a pas de débat, la personnalité, le caractère, tout ça, ça réside uniquement dans l'âme. Le corps, c'est juste une enveloppe. Et c'est là que la science du 19e siècle arrive et met un grand coup de pied là-dedans. Le paradigme s'inverse complètement. Le corps n'est plus un obstacle, il devient la condition sine qua non, comme le dit le texte, la condition nécessaire à l'existence même de la vie mentale. On ne peut plus les séparer. Des psychologues, comme Hippolyte Taine, qui est cité, sont des pionniers. Ils insistent sur le fait que le physique et le moral, c'est les deux faces de la même pièce. Une petite variation de la circulation sanguine dans le cerveau peut changer une pensée, une émotion. C'est une révolution. D'accord. Mais alors, si notre personnalité, c'est plus une âme divine tombée du ciel, qu'est-ce qui fait notre individualité? Et là, le texte nous plonge dans la biologie en s'appuyant sur les travaux de Théodule Ribot, et sa vision est déstabilisante. Pour lui, l'individualité, ça commence au plus simple, la cellule. Chaque cellule est un petit individu. Et à partir de là, il déroule une logique implacable. Ribot, à travers la source, il décrit les organismes comme nous, comme une agrégation et coalescence. L'image est très forte. Faut imaginer une immense colonie de consciences élémentaires, de vie cellulaire qui se sont regroupées, coordonnées. La personnalité humaine, dans cette vision, ce serait la condensation de toutes ces micro-consciences dans le grand quartier général qu'est le cerveau. Et le système nerveux, c'est le chef d'orchestre qui a appris à faire jouer ensemble tous ces milliards de petits musiciens. Attendez, là, je veux être sûre de bien comprendre. Si on pousse l'idée, ça veut dire que ce sentiment d'unité que j'ai, ce je qui parle, c'est une sorte d'illusion ? Que je suis en réalité une république de milliards de cellules et que mon moi conscient, c'est juste le porte-parole qui ignore la plupart des débats internes. C'est exactement l'idée, et c'est ce qui la rend si vertigineuse. C'est ça, la grande révélation de la biologie de l'époque. Ribot insiste sur un point. Notre personnalité consciente, ce n'est qu'un extrait, une réduction de l'immense activité nerveuse de notre corps. La plus grande partie de ce qui se passe en nous est inconsciente. La conscience, c'est juste la lumière du projecteur sur une scène immense qui reste dans le noir. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette conscience, ce petit extrait, si unique à chacun de nous? Si c'est pas une âme divine, d'où vient ce sentiment que mes expériences sont les miennes? La réponse du texte est très matérialiste. Le caractère personnel, il n'est pas surajouté, il est inclus dans le processus. Il résulte des conditions physiologiques uniques de chaque personne. Votre appareil sensoriel n'est pas identique au mien. La façon dont vos yeux voient une couleur, dont votre estomac réagit à un aliment, tout ça, ça crée une toile de fond qui colore la moindre de vos pensées. C'est cette chimie interne qui est unique. Ce qui est fascinant, c'est que cette approche scientifique, elle ne jette pas complètement l'ancienne idée de dualisme. Elle la récupère pour lui donner un nouveau sens. Oui, et ça, c'est une démarche intellectuelle très fine. Les scientifiques de l'époque ne disaient pas que les croyants avaient juste tort ou qu'ils déliraient. Ils disaient plutôt « Vous avez identifié un vrai conflit humain, une tension bien réelle, mais vous l'avez mal étiqueté. » Ce n'est pas un combat entre le corps et l'âme, mais plutôt un conflit entre l'individu physiologique et l'individu moral.
D'un côté, on a nos pulsions, nos instincts, la faim, le désir, la peur. C'est l'individu physiologique. De l'autre, on a nos idées morales, nos valeurs, nos interdits. Et le point central du texte de Laï, c'est que ces idées-là, elles ne viennent pas du ciel, mais de la vie sociale. D'accord, c'est là que tout bascule. Si nos idées morales viennent de la société, ça veut dire que la société ne fait pas que nous influencer. Elle nous construit. Elle nous construit, une partie de nous. Mais jusqu'où ça va? Est-ce que ça va jusqu'à l'idée même de l'âme? Exactement. On quitte la biologie pour entrer dans la sociologie. L'exemple du texte est clair. La personnalité d'un Esquimau, d'un Chinois ou d'un Européen de 1912 est radicalement différente. Pas à cause de leur biologie, mais parce que leur esprit a été moulé par des coutumes, des croyances, des catégories de pensée complètement distinctes. Ce qui nous amène à la question centrale, si la société nous façonne à ce point, est-ce qu'elle n'aurait pas, en quelque sorte, inventé le concept d'âme pour ses propres besoins? Et comment les sociologues de l'époque ont tenté de répondre à ça? Où est-ce qu'ils sont allés chercher l'origine de l'idée? Ils se sont tournés vers ce qu'ils appelaient les sociétés primitives, en particulier les études sur les aborigènes d'Australie et leur système totémique. Pour eux, c'était comme regarder un film des origines de la pensée humaine. Et ce qu'ils ont trouvé a tout changé. Le système totémique. Avant d'aller plus loin, on peut peut-être juste redéfinir ce que c'est, simplement. Absolument. Pour simplifier, le totémisme, c'est un système de croyances où un groupe, un clan, s'identifie à un totem, souvent un animal ou une plante. Et ce totem, c'est pas juste un symbole, c'est l'ancêtre, le protecteur spirituel du clan. Et ça change tout dans leur conception de la personne. Comment ça? Dans cette vision du monde, l'âme, c'est pas du tout une création individuelle unique qui apparaît à la naissance. C'est une parcelle d'une force impersonnelle et éternelle, une sorte d'énergie vitale qui vient des grands ancêtres du temps du rêve. Mais attendez, si l'âme est une parcelle d'une force ancestrale, ça veut dire qu'il n'y a jamais vraiment de nouvelle personne qui naît. C'est exactement ça. Une naissance, ce n'est pas l'apparition d'un être nouveau, c'est la réincarnation d'un ancêtre. Le mythe, tel que le rapporte le texte, est magnifique. Une âme ancestrale attend, attachée à un lieu sacré. Et lorsqu'une femme du clan passe près de ce lieu, hop, l'âme ancêtre pénètre en elle. L'enfant qui naîtra est cet ancêtre qui revient. Ça explique aussi pourquoi, dans beaucoup de ces sociétés, le rôle du père biologique est secondaire. Le vrai père spirituel, c'est l'ancêtre du clan de la mère. Cette idée d'une âme qui est une force extérieure qui vient habiter un corps, ça a dû donner lieu à des représentations très concrètes, très matérielles, non? Ah oui, tout à fait. L'âme, c'est pas une abstraction philosophique, c'est quasi physique. Le texte en donne plein d'exemples fascinants. D'abord, l'idée qu'on peut avoir plusieurs âmes. Certains peuples, comme les Esquimaux, croyaient qu'on avait plusieurs âmes, chacune avec une fonction, parfois logée dans un organe précis. Et l'idée que l'âme réside dans le sang, c'est de là que vient l'expression « le sang, c'est la vie », alors... Directement. L'association de l'âme au souffle et au sang est quasi universelle. Quand on voit le sang couler, on voit la vie s'échapper. Le texte fait même le lien avec un interdit très ancien dans la Bible. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. C'est la survivance de cette croyance. C'est fou. Et les formes que prend cette âme? Le texte parle de l'âme oiseau. Oui, c'est une métaphore très répandue et très poétique. Elle permet d'expliquer un des plus grands mystères, les rêves. Qu'est-ce qu'un rêve, sinon l'âme qui, comme un oiseau, quitte le corps endormi pour aller vivre des aventures? Et ça a entraîné des rituels très concrets. En Malaisie, par exemple, on pouvait placer quelques grains de riz sur la poitrine d'un dormeur pour nourrir son âme oiseau et l'inciter à revenir vite. C'est poétique, mais ça devait être angoissant aussi. La panique si quelqu'un a un sommeil agité. Vite, les grains de riz, son âme va s'échapper. L'angoisse était bien réelle, oui. Mais les représentations les plus marquantes, et qui ont le plus de conséquences sociales, ce sont sans doute l'âme reflet et l'âme ombre. Pour beaucoup de cultures, votre ombre ou votre reflet dans l'eau, c'est pas juste un phénomène optique. C'est une manifestation visible de votre âme. Un de ces doubles. Et ça a des implications terrifiantes. Ah oui, absolument. Si l'ombre est une partie de l'âme, alors on peut blesser ou tuer quelqu'un en attaquant son ombre. Le texte raconte une histoire népalaise où un lama tue un magicien juste en plantant un couteau dans son ombre. Une seconde. C'est complètement fou. Ça change toute la perception du monde. On devient marcher avec une angoisse permanente. Chaque surface réfléchissante, chaque ombre devient un danger. C'est une vulnérabilité constante. La peur de se faire voler son âme devient très concrète.
La légende de Narcisse, ou la croyance des Zoulous qu'un esprit peut capturer votre reflet dans l'eau, tout ça vient de là. Et ça me fait penser, la coutume qu'on a encore parfois de voiler les miroirs dans une maison où quelqu'un vient de mourir, c'est une survivance directe de cette peur. C'est l'explication la plus probable. La vieille peur, c'est que l'âme du défunt, qui erre dans la maison, croise le reflet d'un vivant dans le miroir et l'emporte avec elle. Le miroir devient un portail dangereux. Et après la mort, justement, que devient cette âme? Le texte souligne qu'elle n'est pas tout de suite libre. Non, elle reste très liée au corps. C'est ce qui explique l'importance capitale des rites funéraires. En Égypte ancienne, si la momie était détruite, l'âme subissait une seconde mort, définitive. Les rites funéraires, selon cette analyse, ont donc un double but. D'abord, bien sûr, accompagner le défunt. Et le second but? C'est de reconstituer l'unité de sa personnalité pour son voyage. Parce que la personnalité d'une personne ne s'arrête pas à sa peau, elle s'étend à tout ce qu'elle possède. C'est pour ça qu'on enterre le mort avec ses objets, ses armes, et dans certaines cultures, on allait beaucoup plus loin, on sacrifiait sa femme, ses esclaves, son cheval, pour que sa personnalité soit complète dans l'au-delà. C'est fascinant. C'est un peu comme ce qu'on voit parfois, le cheval sans cavalier dans un grand cortège ou la voiture personnelle du défunt qui suit le corbillard. C'est un reste de ça. C'est un écho très probable, oui. Une survivance symbolique. Mais ces rites servent aussi à protéger les vivants. La mort est vue comme la libération d'une force très puissante et dangereuse. La famille proche est considérée comme contaminée par cette énergie. On doit donc les isoler, leur imposer des rites de purification et le port du deuil. Donc le noir du deuil, à l'origine, c'est moins un signe qui dit « je suis triste » qu'un panneau qui dit « attention, je suis en contact avec des forces dangereuses ». Exactement, c'est un signal pour le reste de la communauté. Un avertissement. Et pendant ce temps, la personnalité du mort, loin de disparaître, continue d'agir. Parfois, elle se renforce même. Le texte mentionne que chez les Arunta d'Australie, l'âme reçoit un nouveau nom après la mort. Pour marquer son nouveau statut, sa puissance accrue. Elle devient un acteur social post-mortem en quelque sorte. Un acteur très puissant. Elle peut devenir un revenant terrifiant, les vampires, les loups-garous, c'est ça, ce sont des âmes de mort qui n'ont pas bien transité. Ou, à l'inverse, elle peut devenir une gardienne de l'ordre moral. Les ancêtres veillent au respect des traditions. Et le texte donne un exemple concret de ça qui est absolument incroyable. Ah oui, l'exemple des abbés du plateau nigérien. C'est une illustration parfaite de l'âme comme outil de régulation sociale. Le prêtre du village conserve le dernier souffle de chaque défunt dans un petit vase scellé. Si un conflit éclate, par exemple une dette, on demande au créancier de jurer sur le vase contenant le souffle du défunt qu'il dit la vérité. Et personne n'ose mentir, j'imagine. Personne. La peur de subir la vengeance de l'âme du mort, dont la puissance est dans le vase, est plus forte que n'importe quel tribunal. C'est un système judiciaire basé sur la peur des fantômes, en fait. C'est à la fois génial et terrifiant. Et tout ça, ça nous ramène à l'idée centrale du texte de l'Aï. Si on met tout ça bout à bout, on voit une conclusion puissante. La notion d'âme, qui nous semble aujourd'hui le summum de l'intime, du personnel, est en réalité une construction sociale extraordinairement complexe. C'est un outil que la pensée collective a forgé pour organiser le monde intérieur, pour donner un sens à des phénomènes comme les rêves ou la mort, et surtout, pour renforcer la cohésion du groupe et le respect de ses lois. Alors au fond, quelle est la leçon à en tirer pour nous aujourd'hui? Ce texte de 1912, c'est un miroir fascinant. Il analyse les catégories de pensée de sociétés lointaines pour expliquer l'origine de l'âme. Mais ça soulève une question un peu provocatrice. Si leur idée de l'âme est une catégorie sociale, un outil pour penser le monde, quelles sont les grandes catégories que notre société moderne nous impose pour comprendre qui nous sommes? Pensez-y, le quotient intellectuel, le type de personnalité Myers-Briggs, le signe astrologique, le statut socio-économique. Toutes ces étiquettes nous semblent objectives, personnelles. Et si on pouvait prendre du recul, comme Lahi l'a fait pour l'âme ombre ou l'âme oiseau, est-ce qu'on réaliserait à quel point notre perception la plus intime de nous-mêmes est, aujourd'hui encore, une construction profondément collective?